Épique Époque. Regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps. Des conférences proposées par le Jardin des Sciences en partenariat avec RCF Alsace, animées par Paul Fontenot depuis le Planétarium de Strasbourg. Bienvenue à vous tous ce soir, merci le public, merci au Jardin des Sciences d'avoir organisé cette conférence et en particulier à Margot Zink qui est l'organisatrice, la chargée de mission pour ces conférences. Cette conférence est organisée en partenariat avec RCF Alsace, une radio locale. Je suis moi-même Paul Fontenot, producteur bénévole à RCF Alsace et je vais animer cette soirée. Alors les conférences Épique Époque veulent être avant tout des rencontres. Aujourd'hui, c'est une rencontre improbable entre le théâtre, la science pure et dure et la vie en société. Alors le théâtre, c'est quoi ? C'est un spectacle proposé par le TNS, intitulé Cosmos, dont la première à Strasbourg a eu lieu hier soir. La science dure, c'est l'astrophysique, et on sait que c'est pas forcément simple à comprendre. Enfin, la vie en société, c'est la place qu'on veut bien laisser aux femmes. Ces trois approches croisées à travers une histoire vraie, à travers des expériences personnelles, vont nous permettre de réfléchir tous ensemble à l'espace laissé aux femmes dans l'accès à la connaissance, aux carrières universitaires et plus globalement dans la poursuite de leurs ambitions propres et je dirais même plus à la poursuite de leurs rêves. Pour atteindre cet objectif, nous allons croiser les regards de nos 4 intervenantes. Ève Ballorin, formatrice égalité et diversité, enseignante égalité filles-garçons et lutte contre les discriminations à l'INSPE, c'est donc l'école qui permet la préparation des professeurs des écoles à Colmar. Caroline Bott, astrophysicienne à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Et enfin, Maëlle Poésie, et là on a vraiment la chance, c'est l'autrice de la pièce Cosmos et la metteuse en scène, qui est aussi comédienne. Je n'oublie pas, évidemment, Violaine Leroy, illustratrice, donc qui va nous faire une performance dessinée depuis la régie et on en reparlera. Donc le dispositif, c'est des interventions mixées, des questions. N'oubliez pas de noter vos questions pour la fin de la conférence. Pour nous mettre dans l'ambiance, nous allons regarder ensemble la bande-annonce de la pièce Cosmos. La première chose que je fais quand je rentre dans un espace, c'est regarder où je vais pouvoir me suspendre. Je regarde où sont les prises. Et très vite, je grimpe. J'ouvre une voie. Je trouve le chemin vers la hauteur. Les autres s'éloignent. Ils restent là, sur le plan normal de ceux qui vivent en 2 dimensions. Moi, je vais me percher. Je vais là où l'air a un autre goût. Je me suis toujours dit que si quelqu'un devait un jour aller dans l'espace, ça serait moi. Vous êtes sélectionné pour la 3e phase de test. Quoi ? Vous êtes sélectionné pour la 3e phase de test ? On est à la toute fin des années 50 et si vous avez pas compris, on est toutes les 3 pilotes d'avion. Ne nous fermez pas les portes de l'espace. Ne nous fermez pas les portes de l'histoire. Quand les astronautes reviennent sur Terre, ils parlent tous de ce que ça signifie de voir la Terre de si loin, sans y être. Je pense que nous ferions une grave erreur si nous supposions que les femmes n'ont aucune contribution à apporter à l'exploration spatiale. Ne sentez-vous pas, vous aussi, que quelque chose se passe ? C'est trop tard. Quelque chose est en marche qu'on ne pourra pas freiner.
Voilà, on est tout de suite dans l'ambiance et alors on va enchaîner avec la parole précieuse, et on a vraiment de la chance, de Maëlle Poésie, qui est l'autrice et la metteuse en scène de ce spectacle. Maëlle, c'est quand vous voulez. Bonsoir à tous. Du coup, c'est vrai que là, vous avez vu un petit peu quelques images du spectacle qu'on est en train de présenter en ce moment à Strasbourg. Je vais revenir un tout petit peu sur la genèse de ce projet. Ça date de 2020, donc c'est assez ancien. Et à cette époque, en fait, avec l'auteur avec lequel je travaille, Kevin Kais, on a commencé des recherches sur la conquête spatiale dans les années 60. Et on tombe sur ce qui semble être une anecdote de l'histoire, mais qui n'en est pas une, c'est ce qui se passait en fait au moment où les Mercury 7, au moment où le premier groupe d'hommes astronautes américains va partir dans l'espace. Et en fait, à cette époque, on ne sait pas comment le corps humain va réagir. Et donc, une série de tests est organisée par un médecin qui s'appelle le Dr. Randy Lovelace à la NASA, qui organise en fait une série de tests et psychologiques et physiques pour savoir comment le corps humain va réagir. Et il le pense d'abord pour un groupe d'hommes, et puis bientôt il entend parler d'une femme russe peut-être qui pourrait partir dans l'espace. Donc il essaye de mettre en place un groupe de femmes, pilotes d'avion, donc c'est assez rare déjà à l'époque, qui pourraient potentiellement passer ces tests pour concurrencer les Russes. Il convoque ce groupe de femmes qui commencent à passer des tests, et à un moment donné, en fait, ces tests qui sont une grande réussite et psychologique et physique vont être arrêtés. On ne sait pas exactement par qui ni pourquoi. Et l'histoire de ce spectacle, c'est vraiment la lutte de ces femmes pour comprendre pourquoi ces tests s'arrêtent et pourquoi finalement il faudra plus de 30 ans plus tard pour un départ d'une femme dans l'espace aux États-Unis. Donc quand on est parti sur cette histoire-là, qu'on a fictionnée, et on s'est aussi inspiré de 2 ans de recherche qu'on avait fait sur des astrophysiciennes. On a interviewé plusieurs femmes, Françoise Combe, Fabienne Casoli, Nabila Ghanim, Mio Janvier, sur leur thème, sur leur sujet de recherche. Et ça allait du fond diffus cosmologique au Big Bang, aux roches les plus anciennes de l'univers, qui sont pas les plus anciennes de l'univers, mais les plus anciennes de la Terre. Et au bout d'un moment, on a choisi de travailler sur 2 axes pour parler de l'espace et du temps. Le temps de parler du cycle de la vie et de la mort des étoiles jeunes, qui en fait nous permet de toucher à l'immensité, mais ça c'est plutôt vous qui allez prendre la parole là-dessus. Et puis sur l'espace, de parler de Mars et de cette recherche en ce moment. Entre autres, vous avez certainement entendu parler de Nathalie Cabrol en astrobiologie qui travaille sur Mars, et sur finalement les traces de vie qui ont pu exister sur Mars, et la perspective de se dire que peut-être la Terre fonctionne en miroir de Mars dans son histoire, et peut-être aussi dans son futur si on continue comme ça. Et donc on a croisé finalement ces 2 recherches pour construire ce spectacle. Et je vais juste finir sur la question de la mythologie du ciel, parce que c'est vrai qu'on est, nous tous, un petit peu avec un imaginaire qui est un peu colonisé, je dirais, par les États-Unis, par Hollywood, donc avec un imaginaire qui est très lié à la façon dont l'espace a été représenté dans le cinéma hollywoodien. Et c'était très important pour nous aussi que ces 2 personnages d'astrophysiciennes, donc qui incarnent ces parcours sur la question du cycle de la vie et de la mort des étoiles jeunes, et l'autre plutôt sur la question de Mars et de la potentielle vie qu'il y a eu sur Mars, soient incarnés par des personnes qui aussi aient d'autres origines, qui viennent du Chili, qui viennent de Centrafrique, et pour donner à voir aussi d'autres mythologies du ciel, d'autres histoires, et un autre rapport à cet espace-temps qui est peut-être pas celui qu'on a le plus souvent vu et entendu et dans les médias et dans la fiction. Bonsoir. Donc, moi, quand j'ai à Paris et quand j'ai vu la pièce hier, ce qui m'a interpellée, c'était déjà de faire une pièce sur la place des femmes dans la conquête spatiale. Ça, je pense que c'est un sujet sur lequel ça s'ouvre un petit peu, mais la place des femmes dans l'espace. Et dans l'espace, y compris dans l'espace des sciences. Et il y avait ce mélange de combien de femmes scientifiques existent et travaillent, et cette spécificité, et puis le poids des stéréotypes, et du coup la place qu'on a le droit de prendre et qui s'inscrit en fait dans notre façon d'être, simplement pour
Alors, pour l'anecdote, hier soir, on discutait entre nous et il y a une personne d'ici qui me disait, mais à l'Observatoire aussi, il y a cette différence entre hommes et femmes. Vous n'avez pas l'air... Et en fait, on est dans la société comme tout le monde. Et donc, en fait, vraiment, cette différence, même si à l'Observatoire, on était idéaux et exempt de biais femmes-hommes, moi, j'ai grandi dans une famille dans laquelle elle n'était pas parfaite. Elle était déjà pas si mal, mais elle n'était pas parfaite. J'ai grandi avec des écoles, j'ai grandi avec des maîtres et des maîtresses. J'ai grandi et aujourd'hui, je vis dans un monde avec des médecins, avec des personnes qui s'occupent de mes enfants, qui ont aussi leurs biais. Et tout ça, en fait, ça se conjugue dans une histoire personnelle qui fait qu'on les porte comme tout le monde. Et donc, finalement, quand on arrive dans un milieu où il y a une certaine prédominance d'hommes, en astrophysique, on n'est pas si mal lotis. On est 23% de femmes. On avait fait avec une collègue, Véronique Buat, on avait regardé le nombre de femmes sur les postes permanents en France. En astrophysique, on avait trouvé 23%. 23%, c'est plus que la physique, par exemple, mais c'est quand même nettement en dessous. Enfin, on est même en dessous du quart. Et donc, en fait, physiquement, quand on rentre dans une salle plein d'astrophysiciens et d'astrophysiciennes, c'est surtout des astrophysiciens. Donc, en fait, ça se ressent, et ça se ressent en fait dans le parcours aussi d'un point de vue physique. Et moi, j'ai eu l'expérience de cette physicalité à la fois au moment où ça m'a pesé le plus, c'est le moment où j'ai dû passer mon habilitation à diriger les recherches. Et je me souviens que c'était quelque chose de très pesant pour moi. Et donc, parce que dans mon histoire personnelle, ça représentait quelque chose d'inatteignable. Et là, autant avoir une thèse, ça ne m'avait pas posé de difficulté. Mais alors, passer l'étape d'après, là, je ne sais pas pourquoi, c'était mon plafond de verre. Et j'ai eu un mal fou à le passer. Et quand j'ai passé la soutenance, le lendemain matin, j'avais fait exprès de prendre un vol pour la Grèce avec une mission importante d'un point de vue scientifique, etc., pour que j'ai autre chose à penser que le fait que j'étais en train de passer devant un jury. J'avais toute l'organisation pratique, j'avais prévu les repas, les goûters, toute l'organisation des valises, etc. Enfin, tout ce côté-là qui faisait que je pouvais penser à autre chose. Et donc, en fait, la soutenance s'est passée, ça s'est bien passé. En fait, personne ni moi n'avait de doute, mais c'était un blocage. Et le lendemain, j'ai ce souvenir de monter dans l'avion, de passer les nuages, de regarder la Terre par-dessus et de dire... J'ai passé mon plafond de verre à moi, le mien, là, je l'ai explosé. Je suis passée au-dessus. Et en fait, c'était le mien. C'est un rapport très, très personnel à ça. En fait, toutes ces différences, elles s'inscrivent dans des histoires personnelles. Elles se conjuguent, en fait, dans nos histoires à nous. Et il y avait cette autre... physicalité finalement qui est dans mon expérience. Il y a une anecdote, on parlait tout à l'heure ça mettrait 30 ans avant d'avoir Sally Ride. Il y a cette interview extraordinaire de Sally Ride où un journaliste lui demande, donc c'est la première femme américaine à aller dans l'espace, et un journaliste lui demande ce qu'elle pense du fait que les femmes seraient vraiment aussi capables que les hommes de faire de la physique et des maths. Et en fait, plutôt que de s'énerver, elle prend une anecdote qui est savoureuse, où elle dit, si vous vous promenez dans la rue et vous voyez une femme allongée par terre, elle a du mal à respirer et elle a un éléphant sur la poitrine. Il est possible qu'elle ait un problème de respiration dû à un problème cardiaque ou de poumon, mais peut-être qu'il faut commencer par enlever l'éléphant. Eh bien... C'est ce côté oppression de l'éléphant, c'est quelque chose où en fait c'est une image. J'avais entendu cette anecdote, elle me parle, mais avec grand plaisir en fait. Il y a des fois, c'est difficile de discuter de certains problèmes sans parler de l'éléphant. Merci Caroline. Nous allons passer à Ève Ballerin qui va nous parler de la différence des sexes dans l'éducation. Bonsoir. Par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a une phrase qui me vient à l'esprit qui a été prononcée par Karine Ham, qui est une professeure de sport dans un collège, mais qui donne des cours d'autodéfense. Elle a fait aussi un master en études de genre, donc elle connaît bien son sujet, et elle a dit l'espace qu'on occupe est révélateur de la place que l'on se sent légitime d'occuper. Et je pense que ça illustre bien
ce qu'on a pu voir hier soir. Et ça m'évoque aussi un documentaire qui a été fait qui s'appelle Picture Scientists, qui est disponible sur des plateformes. Si vous avez envie de le regarder, et c'est des chercheuses, des scientifiques américaines qui se sont intéressées en fait à l'espace qui leur était accordé en tant que femmes scientifiques, qui en avaient marre d'être victimes de discrimination dans leur travail. Et en fait, elles ont commencé à mesurer l'espace qu'on leur laissait dans les laboratoires. Et elles se sont rendues compte qu'en plus d'avoir souvent des budgets restreints, etc., elles avaient aussi une place qui était minime, donc moins d'espace pour elles. Voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça dans l'éducation, en fait, si on remonte un peu à l'éducation des plus jeunes, dès le début, on se rend compte que c'est très binaire, c'est le reflet de la société. Les filles et les garçons sont censés être féminines, et les filles féminines et les garçons masculins. Et il y a des rôles qui correspondent à ces genres qu'on va beaucoup retrouver en fait à l'école. Donc on se rend compte que les interactions que les enseignants et enseignantes vont avoir avec les élèves ne sont pas les mêmes selon leur sexe, que les appréciations qui sont données, on va beaucoup plus s'intéresser au comportement des filles alors qu'on va s'intéresser aux capacités des garçons. Et en fait, le fait de faire toujours cette différence, ça va vraiment cloisonner en fonction du genre. Et c'est des choses que les enfants vont intégrer très fortement. Et le problème, pourquoi est-ce que c'est grave ? Parce que les capacités qui vont être développées vont être différentes. On ne développe pas les mêmes compétences. Typiquement, la motricité fine, si on joue au Lego toute la journée, on va peut-être plus développer cette compétence-là, alors que les filles vont plus développer des savoir-être tels que prendre soin des autres, etc. Donc ça va forger déjà des carrières, on va dire, des destins. C'est ce qui va amener les femmes à choisir plutôt par la suite des études qui seront littéraires et les hommes des études qui seront scientifiques. Surtout quand on sait que ce qui est plutôt valorisé dans la société et mieux rémunéré, c'est les carrières scientifiques et non les carrières littéraires. Voilà ce qu'on peut dire. Merci. Ève, je voudrais revenir quand même, Maëlle, sur quelque chose, et d'ailleurs Maëlle et Caroline, sur Mars et la vie, et sur le fantasme de certains chercheurs, industriels même, qui disent si la Terre s'écroule et est complètement morte, il n'y a plus de vie, on trouvera bien un endroit où se planquer quelque part. Et Maëlle, vous avez parlé des films, effectivement, alors Star Wars, etc., etc. Donc on peut imaginer ça comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? En fait, les films, c'est fait pour rêver, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la réalité derrière. Je pense que les distances entre les distances dans l'espace sont énormes. Donc, il n'y a pas de planète B. Il faut s'occuper de celle qu'on a aujourd'hui. Ça n'empêche qu'on a envie de regarder ce qu'il y a dans d'autres planètes et ce qu'on peut y faire. Faire de l'exploration spatiale, c'est aussi quelque chose qui est intéressant en soi, qui n'est pas du tout ma spécialité par contre. Donc, je vais pas trop m'exprimer dessus, mais je pense que de rechercher la vie, de rechercher à quel point on est unique ou on ne l'est pas, d'où on vient et quelles sont nos spécificités, c'est quelque chose qui est très important. Mais qui est sans doute pas le plan B à avoir si on détruit notre planète aujourd'hui, parce que ça, je pense que la praticalité, elle est proche de zéro. Maëlle, une idée, parce que vous en parlez au niveau du spectacle. Oui, on en parle dans le spectacle. Et c'est une citation d'une des interviews qu'on avait faites. C'était vraiment une réponse d'un trait qui nous avait été faite en disant mais en fait c'est complètement n'importe quoi de nous dire tout le temps il n'y a pas de souci, on partira sur une autre planète si ça va pas. En fait, il faudrait une nouvelle physique pour ça qu'on n'a absolument pas et qu'on n'a pas du tout résolu. Donc il faut vraiment arrêter avec ce fantasme.
Donc évidemment, on l'a mis dans le spectacle, mais je pense qu'il y a aussi, et ça c'est parallèle, je veux dire, dans la recherche de l'astrophysicienne qu'on a inventée, elle relie ces deux aspects. Elle relie une interview véritable qu'on avait eue avec une astrophysicienne qui nous avait dit non mais vraiment, ça j'en peux plus d'entendre cette chose-là, c'est vraiment complètement ridicule. Et une autre qui est pour le coup les recherches dont je parlais de l'astrobiologiste Nathalie Cabrol, qui, elle, cherche vraiment, et du coup par le biais des rovers martiens qui vont se poser, qui ramènent des échantillons par lesquels on recherche en fait des traces de vie, et finalement de comprendre à une époque quasi similaire à la Terre, un moment où on a retrouvé, en tout cas maintenant on est sûr, des traces d'eau sur Mars, et donc potentiellement des traces de vie. Et c'est vrai que par rapport à la question de la recherche, et c'est aussi la question qu'on pose dans le spectacle, d'où vient la vie, comment on construit de la vie, c'est encore une chose qui est inconnue, dont on n'a pas encore percé le mystère quelque part. Donc voilà, c'est indépendant, le fait de fantasmer totalement, le fait de faire partir toute la Terre sur Mars, et en même temps de chercher de la vie sur Mars. Bon, déjà, il faudra faire partir autant de femmes que d'hommes, si on veut reproduire l'espèce humaine dans une autre planète. Est-ce que, Violaine, on pourrait voir déjà ce que vous avez dessiné à ce stade de la discussion? Bon, ben, ça commence bien. On va pouvoir continuer notre discussion. Pour continuer cette discussion, je vais proposer à Maëlle Poésie, donc l'autrice et metteuse en scène de ce spectacle Cosmos, de nous raconter de façon un peu plus précise la genèse de cette pièce. Comment vous avez travaillé pour de vrai, c'est-à-dire vous avez déjà donné quelques points, interview, etc., recherche scientifique. Et comment est-ce que vous avez travaillé? Vous avez travaillé à deux, vous avez mélangé différentes approches. C'est pas seulement une pièce de théâtre au sens strict du terme. Il y a de l'acrobatie, il y a de la danse, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que vous voulez nous raconter ça un peu plus en détail? Alors vraiment, le tout début du projet, c'est un documentaire que je regarde il y a 3 ans, 4 ans maintenant, en 2020, No Gravity de Silvia Casalino, qui est assez édifiant. Elle fait un documentaire sur l'absence des femmes, justement, chez les astronautes. En fait, du très peu de femmes qu'il y a eu. Je crois que sur 500 voyages, il y a 50 voyages où il y a des femmes qui sont parties. Donc c'est vraiment assez édifiant. Et donc je pars de ce documentaire en me disant, tiens, ce thème, c'est à la fois rassemble en fait un nombre de métaphores extrêmement importants, à la fois la place des femmes et la sensation de ne pas pouvoir parfois dépasser ce fameux plafond de verre dont tu parlais. Et en même temps, l'espace, c'est vraiment le lieu du rêve absolu, c'est-à-dire c'est l'espace du rêve du futur, du passé. C'est un espace de projection incroyable, un espace de liberté incroyable. Et donc, en fait, le fait de prendre ce sujet en se disant pourquoi ces femmes n'auraient pas le droit à cet espace de liberté, nous a fait nous poser la question du rêve. Et finalement, qui a le droit de rêver et qui n'a pas le droit de rêver et pourquoi? Et je pense que la pièce répond, en tout cas, tente de répondre à cette question-là. Et c'est vrai qu'on ne voulait pas, en tout cas moi je ne tenais pas à ce qu'on y réponde de façon trop théorique. Il fallait qu'il y ait une fiction pour le faire, mais il fallait aussi travailler à la plasticité de la scène. Comme je disais tout à l'heure, l'imaginaire hollywoodien a pris le pas pour nous raconter l'espace. Donc le challenge de la pièce que vous verrez peut-être d'ici dimanche, c'est aussi de se dire dans une boîte noire comment on représente une sensation de l'espace, la plasticité de l'espace, l'imaginaire de l'espace. Et pour ça, j'ai fait appel à des artistes qui sont issus des arts du cirque, qui sont ce qu'on appelle les suspensives ou les aériennes, des personnes qui travaillent à la corde, au trapèze, en hauteur, et qui en fait travaillent de toute façon sur cette notion de peur, de dépasser les limites. Et elles travaillent aussi évidemment avec la notion de la gravité et du fait de regarder aussi la Terre d'un peu plus haut, d'avoir une forme de distance par rapport à ce qu'elles regardent ou une forme de transcendance par rapport à nous, communs des mortels, qui marchons sur le sol. Donc c'est vrai que l'idée que ce soit ces artistes-là qui interprètent cette histoire pour donner quasiment aux spectateurs la physicalité, l'organicité ou un rapport comme ça à la transcendance physique, à la question des limites, que ce soit pas seulement théorique dans le texte, mais que ce soit aussi un rapport
charnel de ce qu'ils voient sur le plateau et de ce qui leur est transmis. Et je parle aussi d'un rapport chorégraphique, puisqu'il y a de la danse dans le spectacle. Et puis, je dirais que voilà, cette plasticité, ça m'amène juste à parler aussi d'un thème qui est extrêmement important dans le spectacle. C'était de parler de l'écologie, mais de façon détournée, c'est-à-dire au lieu de parler d'à quel point on est en train de détruire la Terre, c'était de donner les cycles de temps et d'espace qui sont tellement plus vertigineux que nos vies terriennes. C'est de rappeler à tout le monde qu'on n'est rien, en fait, qu'on n'est vraiment pas grand-chose et qu'on se croit très important, et qu'en plus, là, les dommages collatéraux qu'on est en train de créer créent des conséquences absolument démentielles par rapport à notre temps sur Terre, qui est infime, et notre place même d'humain. Donc c'était aussi une façon de raconter, grâce à la parole des astrophysiciennes, ce dézoom de l'espace et du temps, et de se dire on appartient à des cycles beaucoup plus grands que nous, on appartient à un espace où il y a des millions de galaxies, et ce dézoom-là me semblait extrêmement important pour pouvoir parler aussi de notre rapport à la fragilité du vivant, à l'exception du vivant, et entre autres la question du petit point bleu dont parle Carl Sagan, c'est-à-dire on est vraiment un petit point bleu dans un ray de lumière. Quand les astronautes reviennent sur Terre, la première chose dont ils parlent, c'est de ça, en fait, c'est de la rareté du bleu, de la rareté du vivant à l'intérieur du noir du cosmos. Merci Maëlle. On reparlera de 2-3 choses dans la discussion. Caroline Bott, donc astrophysicienne strasbourgeoise. J'aimerais bien que vous nous racontiez un peu maintenant, vous nous avez dit un peu comment c'était difficile de passer le plafond de verre, mais maintenant que vous avez une HDR, vous avez toutes les qualités pour nous raconter qu'est-ce que c'est que votre recherche, qu'est-ce qu'on fait comme recherche quand on est astrophysicienne. Des recherches d'astrophysiciens ou d'astrophysiciennes, il y en a des tas différentes. Il se trouve que les miennes, elles sont intimement liées à ce que disait Maëlle tout de suite, qui était ce cycle en fait, de la vie auquel on est lié, auquel est liée la Terre, auquel est lié les briques d'apparition de la vie sur Terre, et qui est dans l'espace le cycle qu'il y a entre la naissance des étoiles, leur vie, leur mort, où certaines ont une mort lente où elles éjectent les enveloppes extérieures du gaz, d'autres ont des morts, les étoiles les plus massives ont des morts un peu rapides, explosives et très énergétiques. Et en tout cas, elles rejettent dans tous les cas toute la matière ou presque dont elles étaient faites vers l'extérieur, sous forme de gaz et de poussière. Et ce gaz et ces poussières vont faire des nuages de gaz qu'on va retrouver en fait entre les étoiles, qui sont vraiment très très tenues, très très peu denses. C'est principalement d'hydrogène et des toutes petites poussières de l'ordre du micron, des poussières carbonées, des poussières de silicate, qui vont au fur et à mesure du temps en fait se recondenser et former de nouvelles générations d'étoiles. Et donc, en fait, on va avoir à l'intérieur des galaxies, comme ça, un cycle de vie de la matière, qu'on appelle la matière interstellaire, parce qu'entre les étoiles, donc ce gaz et cette poussière, extrêmement tenue, c'est moins dense que le plus grand vide qu'on arrive à faire sur Terre, mais sur des immensités de l'espace qui font qu'on arrive finalement à avoir beaucoup de matière. Et ces nuages de gaz, eh bien, ce cycle de vie, c'est pour ça qu'on dit qu'on est des restes, on est à base de poussière interstellaire. C'est en fait tout, la table, l'eau, les chaises, voilà, on vient d'éléments qui sont produits au cœur des étoiles, qui ont été rejetés en fin de vie et qui se refont. Et si ce cycle, il est... Pour moi, c'est un peu comme le cycle de l'eau sur la Terre. C'est-à-dire que c'est un cycle qui s'auto-alimente, qui passe par plein de phases. On a différentes phases du gaz, on a différentes évolutions, en fait, entre le moment de la naissance et depuis la mort des étoiles. Et donc, moi, j'étudie ça, en fait, dans d'autres galaxies pour voir quand est-ce que c'est comme dans la nôtre ou quand est-ce que c'est différent. Et c'est hyper important parce que ce cycle, il est fragile. Et si on enlève le gaz d'une galaxie, eh bien, elle arrête de former des étoiles. Et une galaxie, si elle arrête de former des étoiles, eh bien, en fait, les étoiles, elles vieillissent dans le temps.
elles meurent en rejetant, mais si on a continué d'enlever le gaz ou s'il n'y en a pas assez, elles ne peuvent plus former les nouvelles générations. Et donc, en fait, cette galaxie, elle va rougir. Donc là, juste derrière vous, là, je vois qu'on a, sur la gauche, vous avez une jolie galaxie spirale, un peu comme la nôtre, hein, comme la Voie lactée. Donc ça, c'est une galaxie, tous les bras bleus, là, c'est plein de nuages de gaz dans lesquels, en fait, les petits points, ça va être des régions de formation d'étoiles intenses. Donc, on va former des nouvelles étoiles activement. Celle qui est au milieu, elle est rouge, c'est que des étoiles, il n'y a pas de gaz. Quelque part, c'est une galaxie morte. C'est une galaxie où on n'a plus cette formation d'étoiles. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, on ne va pas pouvoir recommencer, mais en fait, c'est quelque chose, ce cycle de vie, il n'est pas, s'il n'est pas alimenté, ça a des conséquences directes. Voilà. J'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est quoi en fait votre job? C'est d'aller voir sur place, de prendre des photos, de travailler sur les photos devant l'ordinateur? C'est récupérer des images des fameux télescopes web, etc. Ou c'est quoi votre job en pratique? Alors, mon travail en pratique, ça va être de trouver des observations de ces poussières. Donc en fait, depuis les années 80-90, on est capable d'observer l'émission des poussières. Avant, on savait qu'elles existaient parce que de la même manière que quand il y a un nuage sombre plein de fumée, il est capable de cacher le soleil parce qu'on voit que c'est plus sombre. Eh bien en fait, si vous aviez des nuages assez denses dans la galaxie, on voit dans la Voie lactée, vous avez ces nuages sombres et c'est pas qu'il y a des trous, c'est des endroits qui sont cachés par des nuages de poussière devant. Donc ça, on savait que ça existait parce que ça cachait les étoiles derrière. Mais depuis les années 80-90, il y a eu des satellites infrarouges qui ont été envoyés dans l'espace et on est capable de voir ces poussières en émission et donc de pouvoir les étudier de manière différente. Et on a vu qu'elles étaient absolument partout. Et donc moi, je m'intéresse à ces études avec des images de satellites dans l'infrarouge. Donc James Webb est une nouvelle génération. Moi, je ne suis pas particulièrement sur les images James Webb, mais ça pourrait. Moi, à Strasbourg, on a la chance d'avoir le centre de données de Strasbourg. On a beaucoup d'images d'archives. Donc moi, je travaille beaucoup sur des images d'archives, des images de satellites qui ont été prises pour d'autres raisons et qui ont encore tout un tas d'intérêt pour aller faire des études. Mais il y a aussi des antennes radio qui peuvent observer dans le domaine millimétrique. Enfin, donc, c'est de prendre des observations existantes ou que l'on souhaite obtenir et puis de les analyser avec des modèles physiques et chimiques. Et donc, il y a d'autres collègues qui vont avoir développé des modèles de la physique des grains, des modèles de la chimie du milieu interstellaire, comment on forme de l'hydrogène sur ces grains, qu'est-ce que ça change, si on change la taille du grain, comment on change la chimie, etc. Et donc, on va essayer ensemble de mettre toutes ces observations et toutes ces pièces de puzzle pour construire une compréhension et une connaissance de ce qui se passe dans une galaxie. Alors, mes préférés, c'est les nuages de Magellan qu'on voit bien dans l'hémisphère sud parce qu'elles sont très proches et puis elles sont très différentes de la nôtre. Mais aussi dans des galaxies plus distantes, pour pouvoir faire un espèce de panorama. Quand je change d'environnement, qu'est-ce qui se passe? Et alors, voilà encore une question qui me vient comme ça. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour vous aider à travers tous ces milliards de données? Alors, il y a des astrophysiciens qui le font. Je veux dire, c'est comme quand on découvre un nouvel outil, ça a toute sa fonctionnalité de l'essayer sur tous les clous qu'on trouve. Mais par contre, ça ne veut pas dire que les anciens sont mis au rebut ou que ça va résoudre tous les problèmes qu'on avait. Donc en fait, c'est à utiliser dans une certaine mesure. Merci Caroline Bott. Je vais repasser la parole à Ève Ballorin. Qui va essayer de nous ouvrir à partir de ça. Donc, on a bien compris là que la place des femmes pouvait être très importante et était très importante dans tous ces domaines. Et est-ce que, au niveau de la société, là, je parle plutôt à la sociologue ou à la pédagogue, est-ce qu'on peut aller plus loin? Dans quel sens? Au niveau de la place des femmes dans la société, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Est-ce qu'il y a des femmes remarquables qui ont développé une approche justement de la place des femmes dans la société à tous les niveaux? Comment répondre à ça? Oui, il y a beaucoup de femmes remarquables dans tous les domaines. Vous avez pu voir tout à l'heure des portraits d'astrophysiciennes qui vous ont été diffusés sur le dôme.
Pourquoi ? Parce que souvent, l'un des manques que l'on constate, c'est le manque de rôle modèle. On va beaucoup invisibiliser les femmes dans dans les différents domaines, principalement le domaine scientifique, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'effet Mathilda, qui a été théorisé, qui représente donc cette invisibilisation des femmes ou réappropriation en fait des découvertes des femmes par les hommes. Ça a pu être le cas d'Einstein. Voilà, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner, et pas que dans le monde scientifique, puisque ça vaut également pour les arts, pour la peinture, pour la musique, pour la littérature. Il y a encore un ouvrage qui vient de sortir sur Shakespeare et la femme qui se cache derrière Shakespeare. Donc c'est un phénomène qui est vraiment qui n'est pas propre au monde scientifique et qu'on peut vraiment aborder dans toutes les sphères, toutes les disciplines de la société. Et alors, vous avez une... Est-ce que je peux juste me permettre de rajouter quelque chose ? Bah oui, vous êtes là pour ça. D'une perspective intersectionnelle, on n'en a pas encore parlé. Alors, intersectionnelle, est-ce que vous pouvez nous définir ce mot ? Si on croise les oppressions, donc un groupe social va subir une forme d'oppression. Une femme qui est par exemple noire va subir une double oppression, et c'est ce croisement des oppressions qui va créer une nouvelle oppression d'autant plus dramatique. Et en fait, ce qu'on peut voir dans la pièce, c'est que les femmes qui ont réussi à passer les tests sont quand même des femmes blanches, a priori issues d'un milieu social relativement aisé. Donc au croisement de cette invisibilisation des femmes, on peut aussi parler du croisement de l'invisibilisation d'autres minorités. Donc on voit encore moins de femmes racisées comme rôle modèle, ou de femmes lesbiennes, ou de femmes en situation de handicap. Voilà. Donc c'est aussi important de rappeler que la classe sociale, notamment, va être déterminante dans cette visibilisation. Alors, si on continue sur la note un peu écologique ou écologiste du spectacle, et qu'on rapproche ça du féminisme, si on appelle ça l'écoféminisme, déjà, est-ce que vous pouvez nous le définir et nous dire ce que c'est et à quoi ça sert et comment ça marche ? Donc, très simplement, l'écoféminisme, ce serait le fait de faire le lien, surtout politique en fait, entre l'oppression qui est faite sur les femmes par les hommes et sur la nature, toujours par les hommes, de par donc, le patriarcat, le capitalisme. Et l'écoféminisme, il a été théorisé par plusieurs personnes. L'une des figures qui revient beaucoup, c'est Françoise d'Aubonne, qui a publié je crois que la première fois qu'on parle d'écoféminisme, c'était en 1972, si je ne me trompe pas. Donc ça commence quand même à remonter. Et en fait, c'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui dans les objectifs de développement durable. Le numéro 5, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, parce qu'on part du principe que la révolution écologique ne se fait pas sans une révolution féministe. Parce que les femmes... alors ça peut être essentialisant, l'écoféminisme, parce qu'on va dire oui, les femmes sont dans le soin, c'est elles qui prennent soin de la nature, etc. C'est elles qui vont... faire un retour au DIY, hein, le fait de faire ses produits ménagers soi-même, etc., de faire attention à ne pas prendre l'avion. A priori, c'est plutôt les femmes qui ont tendance à s'intéresser à tout ça. Il faut faire attention à ne pas essentialiser cette question. C'est pour les remettre à leur place, finalement, politiquement. Tout à fait. Mais par contre, l'un des enjeux, c'est quand même, quand on parle d'écoféminisme, on s'intéresse aussi beaucoup aux pays en développement, parce que dans ces contextes-là, les femmes sont souvent celles qui vont beaucoup se déplacer pour aller chercher de l'eau, de la nourriture. C'est aussi elles qui vont entretenir les terres, donc c'est forcément elles qui vont aussi se battre pour... faire reconnaître ces territoires. Et donc c'est pour ça que là encore, il faut croiser l'idée du genre et de l'origine sociale notamment, de la situation géographique, parce que les femmes sont majoritairement... comment dire ? C'est surtout les femmes qui sont en situation de précarité dans le monde.
en cas de catastrophe naturelle, c'est surtout les femmes qui en seraient victimes. Et donc c'est pour ça qu'elles sont majoritairement concernées. Et donc c'est pour ça que là encore, l'approche intersectionnelle, elle est intéressante et importante. Merci. Alors, avant de poser quelques questions et d'ouvrir le débat, est-ce que vous, Maëlle ou Caroline, vous auriez des choses à ajouter, que vous auriez envie de dire et que vous n'avez pas eu l'occasion de dire? C'est le moment. Non, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je pensais juste à la question de la fiction et comment en fait justement la fiction peut aider à reconstruire aussi des imaginaires et des modèles de représentation. Parce que donc il y a évidemment tout ce qu'on se dit de modèles de représentation de la société pour la société, donc voilà, d'avoir accès à plus de pilotes d'avions de ligne, etc. Enfin bref, tout ce qu'on sait. Mais il y a aussi le pouvoir de la fiction. Alors le théâtre touche moins de gens que le cinéma et Hollywood, mais je pense que les gens ont compris en fait ce pouvoir-là. Et il y a aussi un grand travail en ce moment, je trouve, sur la question des séries, des narrations, aussi pour rendre plus visible ou pour créer du modèle qui pourrait à terme changer aussi des modèles de société. Et je dis juste un petit truc par rapport à ça, c'est que Mae Jemison, c'est la première femme noire afro-américaine à être partie dans l'espace. Il a fallu très longtemps, hein, c'est dans les années 90. Et elle n'avait pas de modèle. Dans son livre, elle dit qu'elle regardait Star Trek et que dans Star Trek, il y avait une femme noire et que du coup, ça lui a donné envie de se dire qu'elle aussi, elle pouvait avoir la possibilité de faire ça. On retombe sur l'intersectionnalité et tout ça. Caroline ? Oui, puis je crois que la pièce, elle est vraiment faite pour ça. C'est-à-dire que, enfin, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, parce qu'on en ressort avec une envie de puissance et de montrer la puissance de ces femmes et dans l'histoire et puis dans leur parcours. Je crois que c'est vraiment ce qui donne envie d'aller. Donc c'est un pari réussi et que j'ai envie d'encourager. Merci. Alors, on a un petit peu de temps. Nos invités ont été moins bavardes que prévu, donc tout va bien. On va pouvoir vous passer la parole. Est-ce que tu as un micro, Jean-Yves? Alors, en attendant que le micro arrive jusqu'à vous, j'ai quand même une question. Vous avez employé plusieurs fois le mot physicalité. Est-ce que vous pouvez me le définir? Oui, en fait, pour moi, le mot physique, il représente les équations de la physique et le côté compréhension du monde par les lois de la physique. Là, en utilisant physicalité, c'était le physique dans son rapport au corps et à l'espace, en fait. Donc, c'était ma manière de séparer les deux. Donc, de comment est-ce que moi, je me projette avec mon corps dans l'espace et avec mon esprit dans un imaginaire d'occuper l'espace, d'avoir le droit de prendre la place, de me tenir droite ou pas, d'aimer être sur Terre, de vouloir me sentir légère. Tout ça, c'est un petit peu ce que je sous-entendais dans la physicalité. Ok. J'arrive. Peut-être. C'est qu'il n'est pas allumé là-haut. C'est bon. Ok, ça c'est la bonne. Voilà. J'ai beaucoup apprécié à différents niveaux, je vais y revenir, l'idée du plafond de verre. C'est la limite entre la dimension humaine et la foi, le divin qui va au-delà. Et j'ai trouvé ça aussi dans la vidéo qu'a présentée Madame Poésie et qui part d'une dimension terrienne, c'est celle de John Fitzgerald Kennedy, qui a réussi à coiffer sur le fil les Russes pour poser le premier homme sur la planète Lune. Et c'était aussi le départ d'un certain féminisme. Les années 60-70, après il y a eu la libération de la femme qu'on a retrouvée avec l'avortement, la loi Veil, etc. Et entre-temps, le cinéma, qui a beaucoup développé l'imaginaire, a aussi permis
d'envisager l'immanent qu'il y a dans la conquête de l'espace et dans le fait de voir le ciel. Une dimension qui nous est infiniment supérieure, et c'est l'idée du divin qu'on trouve dans le merveilleux film de Stanley Kubrick, qui est un homme extraordinaire. Tout ce qu'il a fait, c'est génial. Et 2001 Odyssée de l'espace, c'est le cristal. Ce cristal qui est là, ce monolithe noir, c'est la foi. C'est ce qui permet de déplacer, de percer le plafond de verre. Je pense qu'on le ressent comme ça. Que certains appelleraient Dieu, ou Jéhovah, ou Allah, etc. De manière plus générale, et ça m'est propre, grand architecte de l'univers. Et c'est cette raison d'être qui fait qu'on peut aller plus loin, plus haut. Et dans la conquête de l'espace, il y a cette idée d'élévation, toujours plus haut. Et là, évidemment, aujourd'hui, personne ne dira qu'il ne faut pas y associer les femmes. Bien au contraire. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Oui, alors je vais avoir l'impression de marcher un petit peu sur du verre. La foi et la science, c'est des choses qui sont juste très, très différentes. Et je pense que moi, j'ai avoir tendance à penser que la science a une visée généraliste qui essaye de s'abstraire de l'individu, alors que la foi est quelque chose d'une croyance complètement individuelle. Et on va trouver des scientifiques qui croient en Dieu et d'autres qui n'y croient pas. Quelque part, ça n'a presque rien à voir. Par contre, aujourd'hui, on a parlé de choses qui s'inscrivent dans l'individualité, dans le parcours de l'individu. Et je pense que la science, elle est faite par des humains, par des hommes et par des femmes. Et donc, c'est illusoire de se dire qu'on essaye d'en faire abstraction, mais forcément, ne serait-ce que l'intérêt qu'on va avoir sur un sujet ou un autre, ou comment est-ce que ça va venir. Pourquoi on a développé cette envie d'aller comprendre l'univers. C'est des choses qui vont s'inscrire dans notre histoire personnelle et dans notre individualité. Donc, c'est peut-être là, sur ce point, que je vais pouvoir vous rejoindre. Maëlle, est-ce que vous avez pensé à ça dans la création de ce spectacle ? Pas vraiment ? Pas vraiment sur la question de la foi, mais... Non, sur la question de la transcendance, mais je pense que c'est en fait le spectacle, et puis bon, voilà, vous le voyez pas forcément dans la vidéo, mais il y a vraiment cette idée de casser les choses, enfin de casser les murs très simplement et très au premier degré. Physiquement. De casser les murs, et c'est évident que c'est une métaphore de comment ces femmes réussissent finalement à raconter leurs histoires. C'est vraiment uniquement en cassant les murs. Donc voilà, il y a évidemment une question métaphorique là-dessus, sur la question du plafond de verre. Mais après, pour moi, la verticalité, c'est un choix personnel. Et je sais pas, je le rabatterai pas vraiment à l'idée de la foi. Pour moi, il y a vraiment plutôt quelque chose de la transcendance qui est partagée par les hommes et les femmes. Et donc, la question du rêve et des possibles, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, madame. Bonsoir. Je voudrais savoir dans quelles conditions le spectacle a été créé et tourné, les conditions économiques dans lesquelles ça a été créé et tourné, et est-ce que vous avez des soutiens financiers ? Alors, oui. Du coup, le spectacle, il est créé, donc il y a le théâtre en France, il y a un peu deux branches du théâtre. Il y a le théâtre qui est financé par, on va dire, les théâtres nationaux, les centres dramatiques nationaux, etc., qui est financé par les finances publiques. Puis il y a le théâtre qui est plus financé par le privé, donc les gens du public qui viennent voir les spectacles. Et donc le spectacle, il a été produit et coproduit aussi par des finances publiques qui sont des soutiens comme le ministère de la Culture, la ville, la région, et aussi par le théâtre que je dirige moi à Dijon, qui a coproduit ce spectacle avec d'autres théâtres en France qui ont coproduit aussi ce spectacle. Et vous tournez ?
La tournée, c'est la même, c'est Non, mais je veux dire, oui, c'est ça. c'est Vous une même passez à logique, Strasbourg. c'est-à-dire, voilà, en fait, on passe à Strasbourg, mais on est passé aussi à Nantes, dans plusieurs villes de France, et on continue l'année prochaine et on recontinue encore l'année d'après. D'accord. D'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour. Ce serait juste pour savoir si du coup, en tant que femme, dans vos parcours à tous les trois, vous avez cette impression de... Oula, je sais plus parler. Est-ce que vous pensez que vous avez une nécessité justement, en tant que femme minoritaire, de devoir vous prouver de manière générale? C'est à peu près tout. Vous pouvez répondre toutes les trois. Hein. Que femme minoritaire. Alors, pour revenir sur cette expression, on parle en sociologie de minorité, même si en fait les femmes représentent 52% de la population. Pardon, je voulais dire minoritaire dans vos espaces. Non, mais il n'y a pas de souci. Et majoritaire dans le public, hein, d'ailleurs, ce qui était très intéressant. C'est étonnant. Oui. Quand on parle de l'absence des femmes, c'est étonnant d'avoir seulement des femmes dans un public. J'ai donné une formation ce matin sur l'égalité professionnelle. Sur 14 personnes, j'avais 14 femmes. Je ne sais toujours pas comment faire pour attirer plus d'hommes. Pour revenir donc, à ce que vous disiez, donc, effectivement, on parle quand même de minorité au sens sociologique, dans le sens où, en fait, quand on parle de minorité, c'est parce que le groupe social va avoir tendance à être moins représenté, plus discriminé. C'est pour ça que parfois on entend parler des femmes comme minorité, même si elles sont plus présentes en termes numéraires. Voilà. Après, en ce qui concerne la responsabilité, moi, en tant que formatrice et enseignante, c'est difficile de vous dire parce qu'on est majoritairement des femmes. Typiquement, j'enseigne donc auprès des futurs profs des écoles qui sont à 90% des femmes. Et à chaque année, chaque promotion, on voit qu'il y a de moins en moins d'hommes. Donc c'est pour ça, encore aujourd'hui, j'entendais parler du fait que avec les années, le progrès se fait, il y a quelque chose de magique, avec le temps, les choses se font d'elles-mêmes. Non, les choses se font parce que les gens sont en action. Et au contraire, je vous invite à lire le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui s'intéresse au sexisme en France. Et l'état des lieux est assez consternant. Si vous voulez déprimer un bon coup, je vous invite à aller le lire. Voilà, en termes de représentation des femmes dans les différentes sphères de la société, et notamment dans la sphère du travail, qui est la plus inégalitaire en France à l'heure actuelle. Voilà, on a besoin d'avoir effectivement plus de représentation notamment dans les milieux scientifiques, pour qu'il y ait de plus en plus de filles et de jeunes filles qui, après, se projettent dans ce domaine-là. Oui, alors pour répondre à cette question, je vais être obligée de repartir de mon expérience personnelle parce que je ne peux pas parler pour l'ensemble des femmes astrophysiciennes. Mais je pense que quand on discute, généralement, on retrouve des éléments communs. Hein. Donc moi, j'ai eu la chance de pas du tout pendant longtemps sentir de différence d'être une femme ou par rapport à un homme dans mon métier, et je n'ai pas senti de barrière au fait que parce que j'étais une femme, j'aurais pas dû faire de l'astrophysique. Par contre, je ressentais comme beaucoup de mes collègues, c'est un métier qui est très compétitif, hein, c'est pas facile d'y arriver, et donc l'idée de pouvoir y arriver, de passer les différentes étapes, et est-ce que moi j'ai le droit d'être là, je crois qu'en fait c'est quelque chose qui est partagé par hommes et femmes dans le milieu. Et donc du coup, c'est peut-être de ce côté-là, c'est plus facile. Par contre, est arrivé un moment où ces enjeux se sont concrétisés un petit peu différemment, et en particulier au moment de devenir parent, où là, en fait, à l'extérieur de la discipline, dans ma vie personnelle, il y avait des poids de la société qui étaient différents. C'est-à-dire que toutes les personnes qui m'encadraient dans mon exercice de parent n'en avaient absolument rien à faire que je sois astrophysicienne ou pas. Et donc, en fait, se jouait quelque chose qui n'avait rien à voir avec mon métier. Et ça m'a amenée à me retourner sur, finalement, mon expérience de femme en sciences, à discuter avec des tas de collègues, et puis à me former, à comprendre des choses,
j'ai eu, je crois, beaucoup de chance dans mon parcours de finalement pas y être confrontée plus tôt et de réaliser qu'il y avait beaucoup de choses que finalement on partageait entre femmes en astrophysique que nos collègues masculins ne connaissaient même pas. C'est-à-dire qu'il y avait des expériences que l'on avait, que l'on partageait quand on commençait à discuter. Et finalement, quand on demandait à nos collègues masculins, ça leur était complètement étranger. Et ils disaient, non, mais ça, c'est quelque chose dont on parle parce que c'est un sujet actuel. Nous, on n'a jamais vu ça. Et en fait, c'est en me retournant vers le passé et mon expérience que je me suis rendu compte que ça avait existé tout au long de mon parcours. C'est en croisant les regards avec d'autres collègues et en finalement trouvant les points communs et en me formant. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'était rien passé auparavant, ça veut dire que j'avais pas la grille d'analyse, simplement parce que moi aussi, je l'avais tellement accepté, cette vision avec tous ces stéréotypes, qu'elle était ancrée en moi comme étant quelque chose de tout à fait normal. Donc finalement, quand quelque chose se passait, en plus, c'est généralement, je disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'individuel. Donc en fait, les anecdotes, ça n'est que des anecdotes, c'était pas de chance. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Et donc individuellement, c'est extrêmement difficile quand il se passe un événement de pointer en disant cette fois-là, c'était parce que j'étais une femme. En fait, c'est quasiment impossible. C'est bien parce que ça se répète plus longtemps, qu'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire parfois, ou parce que quand on croise des regards, on se rend compte qu'il y a de la répétition, que là, ça devient significatif. Donc en fait, toute seule, moi, j'y étais pas arrivée. Alors, dans les exemples de choses qu'on a pu partager, je pense qu'il y a eu des exemples de... il y a eu des exemples en mission, finalement, de rester, d'avoir de la cour ou de l'intérêt de différentes personnes. Et ça représente très peu d'hommes, en fait, dans la communauté, mais où, en fait, on s'était rendu compte qu'il y a eu un moment où on parlait de la difficulté ou des stratégies pour revenir à sa chambre d'hôtel, en fait. Et donc, ou de rester... voilà. Et il y a des choses que certaines ont ressenties, pas d'autres. Mais c'est le dialogue, en fait, qui a fait ressortir ça. Finalement, moi, je l'ai légèrement ressenti, mais assez peu. D'autres l'ont beaucoup plus vécu. Moi, j'ai plus ressenti parfois de me sentir seule et pas à ma place. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai partagé le fait, je me souviens très bien d'être une conférence très particulière où quand je suis rentrée dans la salle, j'avais l'impression d'avoir un mur d'hommes face à moi parce que tout le monde était déjà installé. Et en fait, il y avait des femmes, c'était juste qu'elles ne dominaient pas. Et en particulier, c'était un sujet sur lequel elles étaient très peu présentes. Et j'ai eu on parlait de la physicalité, j'ai eu un mouvement de recul. Et il a fallu que je me dise, j'ai toute ma place dans cette salle. Mais ce mouvement de recul et d'avoir accusé physiquement ma vision de cet amphithéâtre et de me sentir à ma place, c'est quelque chose où quand j'en ai parlé avec des collègues, elles m'ont dit, ah oui, moi aussi. Et donc... cette espèce voilà, il y a un recul et finalement si on y va, voilà, c'est pas forcément, ça peut être plus ou moins important. Je pense qu'il y a des personnes qui ont eu des vécus plus forts et ça n'est pas mon cas. Ça veut pas dire que je les crois pas, au contraire. Mais moi j'ai eu de la chance de n'avoir aucun souci majeur. Mais par contre, des tas de petites choses un peu subtiles ou de ressentis de ma place voilà. Dans une salle, de ma parole, des choses aussi bêtes que poser le ton de ma voix. Il y a un moment où, quand j'ai commencé à enseigner, je me suis rendu compte que je cassais ma voix de manière systématique et j'ai été prendre des cours pour poser ma voix et on m'a dit arrête de parler trop grave. Remonte dans ta tonalité habituelle. Mais sauf que j'avais naturellement appris que pour pouvoir être là, je baissais ma voix comme ça. Et donc, en fait, je me cassais la voix. Et voilà, c'est des tas de petites choses où, en fait, du coup, on échange entre nous sur voilà, nos petites stratégies de tous les jours. Et puis, il y a des choses voilà, qui
qui se répètent chez tous les collègues. Et je veux dire, on partage un vécu humain simplement de notre métier. Et puis il y a des choses qui se partagent plus avec les femmes qu'avec les hommes. Ça ne veut pas dire qu'il y a 0 homme qui les partage, mais ça veut dire qu'on va le retrouver plus fréquemment. Et alors, qu'est-ce que vous en faites de ça, de cette découverte, de sororité à l'intérieur du métier? Est-ce que vous en profitez pour aider les jeunes qui arrivent, vous les mettre en garde ou pas les éduquer, mais enfin faire en sorte qu'elles soient prévenues et qu'elles sachent qu'elles puissent trouver un soutien auprès de vous. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a... non, il n'y a pas encore de syndicat des astrophysiciennes. Non, il y a des... En fait, on a fondé des groupes, hein, ça c'est clair. Je fais partie d'une commission des femmes en astronomie. On a eu un groupe de femmes en astronomie. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? Tout à l'heure, quand on discutait, j'ai dit, on a fait une étude, par exemple, avec Véronique Buard, on a compté combien on était. Parce qu'il y avait des chiffres qui circulaient. On disait, ouais, mais en astrophysique, on a toujours été un tiers, voire la moitié. Voilà, entre un tiers et la moitié, un tiers. Et les chiffres variaient d'une personne à l'autre. Et il n'y avait pas une étude stable. Donc, en fait, on a pris les chiffres, on a regardé, on a visibilisé que le chiffre de cette année-là, en 2020, c'était 23%. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont fait exactement la même chose dans les congrès, dans les publications. Voilà. Et donc, visibiliser, finalement, en pratique, avec des chiffres, combien on était, combien on publiait, comment ça marchait. Et puis, voilà, moi, j'ai donné ma petite contribution, hein, parce que c'est quand même pas non plus mon métier, mais c'était important pour moi de faire ça. Et puis, on a partagé des formations. On a fait des formations avec des sociologues, avec des psychologues sur les biais cognitifs. On a eu des présentations et des formations qui ont été faites spécifiquement pour les astrophysiciens et les astrophysiciennes pour nous former en fait à contrer ces biais et avec des stratégies effectivement pour les plus jeunes mais pas que les plus jeunes. J'en profite pour parler du principe de mentorat qui se met en place. Je sais qu'à l'Université de Strasbourg, j'ai travaillé pendant 3 ans à la mission égalité, où justement on mettait en place des binômes de tutorat, enfin de mentorat en l'occurrence, pour que des femmes qui souhaitent se lancer dans une thèse scientifique soient vraiment soutenues. Donc on pourrait parler de discrimination positive dans le sens où c'était majoritairement, presque exclusivement réservé aux femmes en fait. Mais c'était vraiment nécessaire parce que le problème c'est que dès qu'on a un manque de mixité, on a potentiellement un risque de décrochage, un risque de violence accrue aussi. Il y a beaucoup de femmes, dès qu'il y a un manque de mixité dans leur discipline, qui sont victimes de violences, de harcèlement sexuel notamment. Donc c'est pour ça que voilà, ce principe de mentorat et le collectif en règle générale, vous avez prononcé un mot qui est fondamental, la sororité. Je pense que c'est des notions qui sont vraiment fondamentales pour répondre à la question de quand on est minoritaire dans un groupe, se soutenir, partager des astuces sur comment faire pour résister à cette oppression s'il y a, parce que finalement, c'est quand on est divisé et quand on manque de mixité qu'on est le plus probablement victime justement de cette oppression. Ou du moins exposé, oui. Oui, tout à fait. Maëlle, un commentaire sur la question de ce monsieur qui finalement nous a entraînés dans des endroits très très bien. Oui, on est très loin maintenant de la question. Donc... Non, mais c'est pas grave. C'est quand même le titre « Quel espace ?» Jeu de mots, hein, Cosmos, quel espace pour les femmes en sciences. Donc, on est dans l'espace pour les femmes. Ça, là, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Non. Mais par rapport à sa question, est-ce que vous avez encore maintenant, je veux dire, il y a combien de directeurs de Centre national dramatique qui sont des femmes par rapport aux hommes ? Alors, sur la question de la représentation, les CDN maintenant sont paritaires aussi parce qu'il y a une charte qui a été décidée, justement. Vraiment, ça a été une décision commune, justement, de mettre une charte sur la question de la parité dans les directions, de la parité dans les productions, dans les modes de production, dans l'argent qui est donné à chacun, dans l'accès aux grands plateaux. Donc, ça, c'est quand même, je trouve, en train de bouger.
En tout cas, moi, ça fait un petit peu plus d'une dizaine d'années que je travaille et c'est vrai que j'ai senti très fort, à un moment donné, une volonté politique du ministère de la Culture, etc., de mettre en place quand même un certain nombre de choses pour obliger, mais on est quand même d'obliger, un système qui permettrait en tout cas des shortlists pour les directions qui soient paritaires et donc aussi des nominations qui soient paritaires et donc à terme des directions de centres dramatiques nationaux paritaires. Après, pour répondre un tout petit peu plus sur l'autre question, j'ai l'impression, un peu comme toi, moi, d'avoir grandi dans l'idée que c'était même pas une question, la question d'être d'une différence homme-femme, et de m'être rendu compte beaucoup plus tard à quel point, en fait, ça gangrénait la société et l'organisation même de la société, et d'avoir vraiment halluciné au moment où je m'en suis rendu compte. Et du coup, de me dire, évidemment qu'en fait, il faut créer des récits, des fictions, il faut créer des exemples, il faut créer des modèles, il faut créer de l'imaginaire, il faut que toutes les petites filles et les petits garçons qui voient le spectacle se disent, moi, c'est moi qui serai astronaute dans 10-15 ans. Donc, en fait, que le pouvoir qu'on a chacun aussi dans notre métier, c'était un pouvoir de modèle, et puis c'est un pouvoir d'action qu'on a tous, en fait, chacun à notre endroit. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a pratiquement... Oui. Bonsoir. C'est pas tellement une question, mais plutôt des remerciements. Déjà, à vous d'avoir organisé cette conférence. Moi, je savais pas du tout à quoi je venais. Ce soir, j'ai juste vu l'intitulé, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et je trouve vraiment très intéressant d'avoir choisi les 3 disciplines. Le côté sociologique, une vraie astrophysicienne et le théâtre. Et vous disiez qu'elles n'ont pas été bavardes, mais en fait, j'ai trouvé qu'elles avaient été d'une clarté et d'une concision qui était suffisante pour... donner alors envie à chacun ou à chacune de poser des questions, mais aussi, moi, j'ai trouvé qu'on n'était pas débordé de chiffres, de statistiques. Il y a eu un peu de témoignages personnels et de la partie intersectionnalité où on se rappelle qu'il faut être vigilant parce qu'en fait, les challenges, ils sont en fait à tous les niveaux, pas seulement en étant une femme, mais quand on les accumule, ça rend les choses plus compliquées. Et pour finir, du coup, le principe de la représentation, évidemment, on regarde tous des séries, des films, etc. Mais je vous recommande à tous et toutes d'aller voir le spectacle Cosmos parce que c'est vraiment pour tous les âges, pour le coup. Et je suis complètement d'accord, on ressort de là et on se dit, moi, c'est pas mon domaine, mais je suis ressortie de là et je me suis dit, genre, ok, c'est puissant. Et si j'avais été intéressée par les étoiles, j'aurais eu envie d'être cette femme d'être ces femmes qui, dont Maëlle Poésy nous montre la destinée, quoi. Donc je vous recommande. Bon, ça c'est une chose, mais je vous remercie aussi parce que c'était très intéressant de choisir ces 3 domaines et de témoigner. Merci beaucoup. Merci de votre retour. Je vais demander à Violaine de présenter ses fresques avant de terminer. Il y a encore une question. Ah, il y a encore une question, excuse-moi. Allez-y. Bonsoir, excusez-moi, je suis désolée de demander ça comme ça, mais en fait, on est étudiante en théâtre et on a un travail à faire sur votre spectacle. Donc on aurait aimé savoir si on aurait pu avoir votre mail pour vous poser des questions après, si on avait par la suite. Oui. je vous le donnerai après. Mais, en fait, c'est qu'on doit aller voir Cosmos là à 20h. Du coup, on a un peu... Très bien. Je vais te le donner maintenant. Merci beaucoup. Merci Maëlle. On regarde les fresques de Violaine et puis on arrêtera là. Violaine, est-ce que vous voulez descendre pour nous dire de quoi il s'agit? Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire? Non, parce qu'il faut quand même que vous la voyiez, Violaine. Elle s'est cachée dans la régie là-haut. Bonsoir. Oui, c'était effectivement très intéressant. C'est un sujet qui m'a intéressée aussi parce que je suis une femme, c'est pas mal. Je me suis aussi pas mal posé des questions de légitimité. C'est quelque chose qui a un vrai intérêt.
J'ai essayé de prendre au vol un peu les différentes réflexions. J'ai trouvé très intéressant toute la question autour du mot espace, qui est à la fois l'espace scientifique, mais l'espace qu'on prend, l'espace physique, mais aussi l'espace comme espace de rêve. Que j'ai trouvé, qui m'a pas mal interpellée. J'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai essayé aussi alors j'ai représenté la figure de l'éléphant. Ah, ça c'était qui m'a pas mal marqué. Je pense que je redemanderai la référence pour noter la personne. C'est Sally Ride, c'est ça. Mais voilà. Bon, je voulais pas faire de faute d'orthographe sur son nom. Et aussi la question de la sororité et de l'entraide qui me semble hyper importante, notamment cette question de finalement, tant qu'on n'en parle pas, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Et à partir du moment où on se met à discuter de nos expériences, on se rend compte qu'en fait, on a tous quelque chose en commun, même quand même là, entre vous discutiez, même quand on est de milieux différents. Et que finalement, le fait de se rendre compte qu'on a quelque chose en commun et que c'est notamment un problème en commun, ça permet aussi d'en avoir conscience et aussi d'avoir de meilleures armes pour s'y attaquer, pour s'attaquer à tous ces biais. Et c'est vrai que moi, à la fin de la pièce, j'ai trouvé vraiment passionnante cette histoire de Mercury 13 qui m'a un peu fascinée. Et j'avais très envie, j'étais très en colère. Et je trouve ça dommage que souvent, effectivement, il y a beaucoup d'assemblées dans les questions autour du féminisme, il y a beaucoup de femmes. Et en fait, les mecs, réveillez-vous, quoi. Vraiment, il y a un truc où Merci pour le message. Faut y aller, quoi. Et je pense qu'en plus, ce sera mieux pour tout le monde. Donc voilà. Bon, c'est un sujet que j'étais contente de dessiner. Merci. A priori, pour compenser ta frustration, on m'a indiqué que Vers les étoiles, je ne sais pas si ça te parle, Maëlle, de Marie Robinette Kowal. La suggestion a été faite par l'une des membres du public. C'est une dystopie qui reprend cette histoire, mais en faisant en sorte que les femmes puissent partir. Donc, si tu as besoin de lire la version plus positive, voilà, elle a été écrite. Merci à toutes et à tous. Alors, pour info, ce que Violaine fait là, elle va le finaliser dans son studio, etc. Et ça sera disponible donc sur le site du Jardin des Sciences. Donc, vous pourrez retrouver ça. Par ailleurs, on a fait une captation audio de cette soirée, de nos discussions. Et ça sera disponible en podcast sur le même site du Jardin des Sciences, ou sur le site plutôt de la radio locale, donc rcf.fr. Il suffit d'aller sur Internet, rcf.fr, ou sur l'appli de vos smartphones RCF. Vous retrouverez d'ici quelques jours le podcast si vous avez envie de réentendre ce qu'on a raconté. Grand merci à nos invités, parce que vraiment, elles ont été super. Grand merci à vous, public, vous avez été aussi super. Et grand merci aux techniciens. Notre prochain rendez-vous, c'est le jeudi 2 mai, donc premier jeudi du mois suivant, qui s'intitulera « Quel cadre ?» avec un S, pour repenser la place de l'être humain dans le monde animal au XXIe siècle. Alors là, encore un autre truc qui va être passionnant. Je le vois d'ici. Je vous propose donc d'applaudir nos invités et pour les remercier.